Ok, c'est bon. Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez nous dire si maintenant vous voyez le support et si vous nous entendez bien? Alors on va... Ah, ça a l'air d'être bon. Ok, C'est bon? parfait. Ouais, c'est bon, bah, on va pouvoir commencer. Bah, bonjour à tous, merci à tous d'être là. Donc on fait un webinaire sur le programme HospiConnect, plus sur la partie opérationnelle. Et ce webinaire en fait fait suite au webinaire qu'a organisé l'ARS au début du mois de janvier pour parler notamment du pilotage du programme. Donc là, en fait, au niveau du fonctionnement, donc on a, je pense que vous l'avez vu, tous les micros qui sont désactivés. N'hésitez pas à soit poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, ou carrément avec l'option Teams, à tout moment, de lever la main et on vous donne la parole à tout moment dès qu'on est sur un concept. Comme ça, vous pouvez réagir dessus et si besoin, voilà, de fil en aiguille, ça me permettra à tout le monde d'avancer sur ce sujet-là et de poser vraiment toutes vos questions au fil de l'eau. On n'est pas forcément dans une optique de faire une partie, puis après une phase de questions-réponses. Voilà, s'il peut y avoir, on va dire, au niveau des questions du ping-pong, il n'y a aucun problème pour nous. Ça nous va bien. Voilà, après, comme je vous l'ai dit en introduction, on est plus sur un webinaire où on va parler des aspects fonctionnels et opérationnels. Donc, on va présenter très très rapidement les programmes et l'imbrication des programmes entre eux. Mais voilà, on est plus pour parler vraiment des sujets de fond opérationnels et pas forcément de, par exemple, des candidatures, du dépôt des dossiers dans Convergence, des éléments de ce type-là. Après, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours nous les envoyer dans le chat, mais c'est vrai que c'est peut-être plus l'ARS qui y répondra que nous. Donc, si on n'a pas les réponses, on pourra les transmettre on pourra transmettre vos questions à l'ARS. Alors, si on enchaîne au niveau du programme, au niveau du sommaire, en fait, vous allez le voir par la suite, mais on va rebalayer en fait tous les différents indicateurs du Open 2 Volley 2 de HospiConnect. Donc, je ne vais pas forcément m'attarder plus sur le programme, vous allez le voir en détail. Alors très rapidement, je pense que c'est clair pour vous. Donc le volet 2 d'Open 2 est sur le volet de l'identification électronique et l'authentification des professionnels. Et donc si on parle des grands objectifs de ces aspects-là, bon, on est sur un pan de sécurité. Donc que ce soit pour réduire les risques d'incidents, les usurpations, tout ce qui est gérer les habilitations et la traçabilité. Pareil, l'objectif, et on va le voir un peu plus quand on va parler des différents schémas d'architecture, mais l'objectif serait d'uniformiser les modalités d'authentification pour accéder aux différents services. En tout cas, c'est un but aussi qui peut être recherché par le programme. Et en effet, pourquoi pas limiter le nombre d'authentifications en se basant par sur des briques SSO IAM, mais on en reparlera aussi. Et le dernier point, c'est aussi le respect de la réglementation. Donc, on a aujourd'hui un référentiel d'identification électronique de la politique générale des systèmes d'information en santé qui est encore en concertation et qui devrait être publié officiellement lors du printemps de cette année. En tout cas, c'est les échos qu'on a eus de la part des instances nationales. Alors, rapidement, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas forcément l'objectif. euh, le programme HospiConnect s'intègre dans plusieurs autres programmes, ou en tout cas est lié à plusieurs autres programmes. On a le premier qui est la partie, le programme Ségur, donc notamment pour la vague 2 du Ségur, parce que vous allez voir, mais notamment pour pouvoir réaliser les cibles d'usage, notamment plus pour 2027 ou 2028, il faut avoir notamment un logiciel référencé DPI vague 2 déployé chez vous. Ou en tout cas, si ce n'est pas un logiciel référencé vague 2, il faut qu'il intègre certaines des exigences qui sont demandées dans le programme de la vague 2. On a un lien avec le programme CARE parce qu'en fait, le projet HospiConnect, sur la partie volet matériel, donc pour vous équiper et répercuter les coûts de matériel, on va directement les répercuter sur le programme CARE.
Et sinon, après, le projet HospiConnect est purement fondé dans le programme Open 2, vu que c'est le volet 2 en fait, de Open 2. Et le fait de participer au projet HospiConnect permet aussi de vous embarquer sur le dernier aspect, qui est les appels à projets, qu'on ne détaillera pas forcément là. Mais pour pouvoir postuler à ces appels à projets, qui sont par exemple sur le désengorgement des urgences, il faut de base avoir candidaté au projet HospiConnect. Ouais, là-dessus pour les liens. Et là, en fait, vous avez les objectifs qui vous sont demandés pour les années 2027, 2020, 2026, 2027, 2028, ou en tout cas les grandes thématiques que vous avez avec les points 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et les 2.1 et 2.2 qui sont, on va sortir un peu de l'authentification, mais en fait, ce qu'on fait là, en fait, le volet 2 d'Open 2 a pour but de préparer toute la partie consultation au DMP. Donc, on va aborder ces points aussi lors de notre webinaire. Donc du coup, on va vraiment voir ces points-là et les dates qu'il faut vraiment retenir, c'est, vous le voyez là, c'est la deuxième ligne, c'est le 13 février 2026, où il faut vraiment que vous ayez déposé votre fichier sur Convergence, où on vous demande notamment comme seul prérequis une équipe projet. Voilà, donc il faut vraiment que vous ayez fait ça pour le 13 février, parce que si vous n'avez pas déposé votre dossier, vous ne pourrez pas avoir de financement pour toute la durée du projet, donc pour le 2026, 2027, 2028. Et concernant l'année 2026, la prochaine date, et on y reviendra un petit peu plus tard, c'est pour le 26 juin 2026, où là, ça sera une note de cadrage qu'il faudra remettre pour les indicateurs de 2026. On en reparlera un petit peu à la fin de cette réunion. Alors, si on enchaîne du coup et qu'on rentre dans le vif du sujet. Je prends le relais. Vas-y, je t'en prie. Donc bonjour à tous. On va balayer, donc, comme l'a dit Benoît, objectif par objectif. Alors si on commence par le 1.1, à chaque fois, on vous présentera ce que dit l'instruction, donc les consignes, objectifs et cibles HospiConnect. Donc le 1.1 concerne la gestion des identités, et en particulier, ce qui est attendu, c'est que l'identifiant RPPS des utilisateurs qui ont un RPPS soit connu du DPI, avec deux cibles pour juin 2027 et juin 2028. Donc en 2027, il est attendu que cet identifiant RPPS pour les professions à ordre et celles enregistrées par l'ARS soit connues du DPI. Et en 2028, il faut que ce soit pour tous les utilisateurs du DPI, donc y compris les utilisateurs devant faire l'objet d'un enregistrement RPPS par l'employeur. On y reviendra aujourd'hui dans le sanitaire, c'est quelque chose qui n'est pas encore possible, mais ça va venir. Alors, petit point de rappel sur ce qu'est le RPPS, donc c'est un service socle de la doctrine du numérique en santé, le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé. C'est le répertoire sectoriel de référence pour les personnes physiques. Et donc, comme je disais, progressivement, tous les professionnels du sanitaire, et c'est déjà en grande partie le cas dans le médico-social, ont accès au RPPS et peuvent bénéficier d'un numéro RPPS. Ce qui est important avec le numéro RPPS, c'est que c'est un identifiant national qui est unique et qui est pérenne, c'est-à-dire que le professionnel, quel que soit son lieu d'exercice, une fois qu'il a un numéro RPPS, ça va le suivre tout le long de sa carrière professionnelle. Les modalités d'inscription au RPPS dépendent en fait de la profession. Donc, il y a les professionnels à ordre, c'est-à-dire les 7 professions qui sont listées ici, pour lesquelles l'enregistrement au RPPS est obligatoire, donc pour tout le monde, et l'enregistrement est fait par leur ordre respectif. On distingue ensuite les professionnels qui sont dits à enregistrement ARS, donc il y a 21 professions qui sont listées là. L'enregistrement est aussi obligatoire via un portail qui s'appelle IRPPS, qui est contrôlé et validé par l'ARS. Donc dans tous les cas, l'ARS doit valider de la même manière que les ordres valident pour leur profession, l'ARS valide pour ces professions-là. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les professionnels à rôle. Donc, il y a plus de 30 professions aujourd'hui qui sont définies par leur rôle dans la prise en charge des usagers et des patients. Aujourd'hui, ça concerne très majoritairement les professionnels en établissements médico-sociaux. Il y a des nouvelles ouvertures régulières, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. En tout cas, bientôt, ça devrait arriver pour les établissements de santé. On pense notamment à la situation des secrétaires médicales ou des AMA. Donc cet enregistrement, il n'est pas obligatoire, il est à faire si besoin, en fait, si c'est justifié d'avoir un numéro RPPS pour l'usage, pour le travail quotidien de ces professionnels. Et ça se fait via un portail qu'on appelle RPPS+,
et les enregistrements sont cette fois contrôlés et validés par l'établissement employeur du professionnel. Dans le cas où un professionnel changeait d'établissement par la suite, son numéro RPPS étant pérenne, hein, comme on l'a dit, il va continuer à en bénéficier, quel que soit l'établissement par la suite dans lequel il exerce. Alors, petit rappel aussi sur le positionnement, on va dire, du RPPS par rapport à votre répertoire d'utilisateurs dans votre système d'information, avec cette notion de fournisseur d'identité. Donc, le fournisseur d'identité, c'est celui qui établit une identité électronique fiable. Donc, ça peut être pour une personne physique ou morale. Donc, nous, dans notre cas, on parle des personnes physiques. Et le fournisseur d'identité se charge par la suite de délivrer les MIE, donc les moyens d'identification électronique. Donc, ce qu'on peut voir dans le petit schéma sur la droite, hein, c'est que l'identité électronique, elle est d'abord créée à la suite d'un processus d'enrôlement, la création d'identité, le petit point 1, au cours duquel le fournisseur d'identité, donc dans votre cas, vous-même, hein, l'établissement, vérifie l'identité du demandeur, le professionnel, et crée son nom ou s'appuie sur un répertoire d'identité locale. Et ce répertoire d'identité locale est en interaction avec le répertoire sectoriel, donc le RPPS dans notre cas, depuis lequel il va pouvoir récupérer certaines informations. Par la suite, donc là, c'est un petit point dont on va parler évidemment par la suite. Une fois que l'identité est créée au niveau local, on peut initialiser, délivrer et gérer dans le temps un MIE qui sera fourni au professionnel et qu'il utilisera par la suite pour se connecter aux différents services. Donc vous avez bien compris, cette notion de répertoire d'identité, il y a le répertoire d'identité locale, donc c'est les données enregistrées localement dans votre système d'information avec des identifiants qui sont locaux, propres à chaque identité dans ce répertoire. Et avec des données qui sont propres aux besoins, qui ne sont pas fournies par les répertoires sectoriels. Je pense par exemple peut-être au grade du professionnel, les services dans lesquels il exerce au sein de l'établissement, etc. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit relié et complété avec des informations qui proviennent du répertoire sectoriel de référence. Dans notre cas, on l'a dit, évidemment, donc le RPPS. Pour les personnes morales, on pense aussi au répertoire finesse ou la base. Plus généralement, pour les citoyens, le répertoire d'identité sectorielle, ça va être la base de l'INSEE. Donc pour nous, le RPPS. Le RPPS contient donc les traits d'identité régaliens de la personne, donc vraiment ces informations son nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, etc. Et puis les données sectorielles que sont la profession, la situation d'exercice, les lieux d'exercice, etc. Donc la question, et ce qui doit être couvert par ce premier objectif, c'est comment récupérer le numéro RPPS associé à ces comptes locaux. Une première piste, c'est évidemment d'avoir recours à l'annuaire santé. Donc l'annuaire santé, c'est ce qui vous permet d'accéder publiquement aux données contenues dans le RPPS, et justement publiquement, et donc ce ne sont que les données publiques du RPPS. Donc il y a un site web, annuaire.isanté.gouv.fr, qui permet de rechercher tous les professionnels qui sont inscrits au RPPS. Cela peut se faire aussi à travers le biais d'une API qui est fournie par l'ANS. Donc c'est une API au format, suivant le protocole FHIR. Dans les deux cas, que ce soit en web ou via cette API, on ne peut accéder qu'aux données publiques. Et l'accès aux données restreintes, alors les données restreintes sont par exemple la date et le lieu de naissance du professionnel, ses coordonnées personnelles, quelques numéros de téléphone ou l'email personnel. Ça, ce sont des données qui ne sont pas accessibles publiquement. On peut demander à y avoir accès. C'est soumis à autorisation et ce n'est pas possible dans tous les cas via l'API. Donc, on ne peut pas automatiser l'accès à ces données restreintes aujourd'hui. Alors, c'est là qu'on va parler de ProSanté Identité, qui est un gros projet là, en cours au niveau de l'ANS. Une première version. Une nouveauté. Ouais, et une nouveauté totale. Pour information, ce projet de ProSanté Identité est né en fait de l'expérimentation au SPIConnect qui a eu lieu 2024-2025, là, qui est en train de se clôturer avec une quinzaine d'établissements en fait qui ont servi de pilote pour expérimenter en fait tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la généralisation du programme. Et de par leur remontée et les contraintes qu'ils observaient, l'ANS a réfléchi à ce nouveau produit ProSanté Identité. Donc l'idée derrière ProSanté Identité, c'est de mettre à disposition un point d'entrée unique qui sera soit à travers une API ou aussi un portail self-service pour permettre de gérer les identités des professionnels, donc directement en lien justement avec leur identité nationale, avec l'INSEE et le répertoire national d'identité des personnes physiques. Pouvoir gérer aussi directement leurs activités, donc pouvoir procéder à un enregistrement RPPS ou mettre à jour les données associées à ce RPPS comme la situation d'exercice, le lieu d'exercice, etc. Et profiter aussi de cette base pour gérer, commander, vérifier l'état des MIE nationaux que sont principalement du coup les cartes CPS, mais aussi la ICPS qu'on pourrait activer via ce portail et cette API ProSanté Identité.
Donc, du point de vue de l'établissement de santé, ce qu'on voit dans le petit schéma en bas à gauche, là, c'est que du point de vue de votre établissement, Pro Santé Identité, encore une fois, donc ça sera un point d'entrée unique qui vous permettra d'accéder à la fois aux identités des professionnels, aux RPPS, donc leur numéro, pouvoir potentiellement enregistrer ceux qui n'y sont pas encore, pouvoir mettre à jour leur activité au sein du RPPS, et aussi de pouvoir avoir une visibilité et la possibilité de commander les éventuelles cartes CPS si vous les utilisez pour ces professionnels. Tu veux dire quelque chose dedans? Ouais, en fait, il y a deux vraiment éléments clés à retenir sur cette slide-là pour vous. C'est que l'objectif de Pro Santé Identité, dans un premier temps, c'est fournir à tous vos professionnels un identifiant national. Que ça soit un professionnel qui soit compris dans le RPPS ou RPPS+, mais où les autres professionnels qui ont besoin d'utiliser votre système d'information pour qu'ils puissent le faire via un identifiant national, vu qu'à terme, c'est ce que présentait Jean-Baptiste, c'est qu'il va falloir en fait à votre identifiant local du pro y rattacher un identifiant national. Donc ce service Pro Santé Identité va vous permettre de faire ça. Le deuxième point qui est extrêmement important pour vous, c'est la petite croix rouge que vous avez en bas. C'est que les cartes CPE nominative et CPA nominative, dans leur version actuelle, vont disparaître. Enfin, c'est-à-dire que les cartes CPE et CPA aujourd'hui sont liées à un identifiant local qui est lié à votre numéro de finesse et le numéro de demande que vous avez fait au niveau national et ce qui vous donne en fait votre numéro d'accès à la CPE, CPA, mais que du coup ces cartes-là, dans cette version-là, vont disparaître. Donc ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous pourrez avoir d'autres cartes, c'est ce qui est écrit là avec les cartes PSI, mais aujourd'hui, si vous commencez à établir une stratégie, on va dire, de NIE et votre objectif, c'est de se dire, je commande en masse des CPE nominatives pour tous les agents de ma structure, c'est pas forcément une stratégie pérenne parce qu'on ne connaît pas bien la partie CPE, CPA. Enfin, c'est-à-dire que est-ce que les cartes CPE, CPA, on va pouvoir les enrôler sur Pro Santé Identité, ou est-ce que ces cartes-là, il va falloir, entre guillemets, les mettre à la poubelle pour commander en masse des nouvelles cartes qui seront les cartes PSI. Tout ça encore, c'est pas forcément clair d'un point de vue national. Donc voilà, si vous avez cette stratégie-là de donner accès à tous vos professionnels par des cartes, on va dire CPX, on y reviendra après là-dessus, on vous conseille vivement d'attendre les éclaircissements liés à Pro Santé Identité. Et pour compléter, la logique vraiment sous-jacente aussi derrière, hein, c'est vraiment que chaque carte qui soit émise soit associée à une identité. Et plus largement, chaque NIE soit associé à une identité. C'est-à-dire que l'ANS, évidemment, ne souhaite plus qu'il y ait des cartes génériques. Alors, dans le détail, il y aura sans doute des cas particuliers qui le nécessitent, mais la logique étant vraiment qu'à chaque carte soit associée une identité et qu'à chaque identité soit associée une seule, enfin, si on parle de carte physique, une seule carte physique. Ouais, bah on a deux questions. Les deux se recoupent un petit peu, donc je pense qu'on va les prendre directement. Et si jamais vous voulez après rebondir, vous levez la main, vous n'hésitez pas. Pour les fonctions de support, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que tout agent qui travaille au sein d'une structure et qui doit avoir accès à différents logiciels informatiques pourra bénéficier d'un identifiant national et donc quand il bénéficiera pardon, d'un identifiant national, il pourra bénéficier d'un MIE national. Donc si je prends par exemple le cas des fonctions de support, les fonctions de support pourront comment dire, s'enregistrer sur ce portail Pro Santé Identité et en gros auront un identifiant national qui ne sera pas forcément de type RPPS ou RPPS+, mais de type PSI. Et le fait d'avoir un identifiant national PSI leur donneront le droit d'avoir des NIE fournis par le national. Donc la ICPS, la carte PSI, etc., etc. Donc pour répondre à la question sur par exemple les fonctions support auront le droit d'avoir une carte PSI qui ne sera pas forcément rattachée à un numéro RPPS, mais à un autre numéro qui aura une vocation nationale, qui est le numéro PSI. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas.
Et oui, il y a la question des stagiaires et des intérimaires. C'est la même chose en fait. Ces stagiaires ou intérimaires pourront être enregistrés dans le portail Pro Santé Identité. Pareil, pour avoir un identifiant PSI et donc disposer de MIE qui sont proposés par le national. Après, dans le cas des intérimaires, par exemple, dans le médico-social, certains intérimaires sont éligibles au RPPS, donc ils ont un numéro RPPS qui leur est attribué. Donc on peut imaginer, suivant la profession derrière enfin, de ces intérimaires, qu'il y ait aussi un RPPS qui soit fourni. Ça va être suivant la profession, quoi. Moi, je pense que c'est bon, okay. Sauf si vous avez d'autres questions. Oui, la question c'est pourquoi distinguer le RPPS et le Pro Santé Identité? Alors pour l'instant, c'est fait comme ça. Et c'est en gros, c'était un peu ce que vous a présenté Jean-Baptiste au début. Le but, c'est d'avoir un identifiant national pour tous, mais on aura toujours, en gros, un identifiant national pour distinguer, on va dire, les professionnels de santé type classique avec les 3 catégories que vous avez vues, et un identifiant national pour proposer des modalités d'authentification pour les autres types de personnel qui n'étaient pas compris dans ces catégories-là. À quel horizon la situation des CPX actuels pourrait être précisée? Alors pour l'instant, le portail Pro Santé Identité, il est en test, c'est un bac à sable. Je ne sais pas si toi, tu as une vision sur le déploiement. Non, les dernières informations qu'on a, c'est qu'il y aurait une première version de Pro Santé Identité fin du premier trimestre 2026, a priori. Voilà, ça c'est l'information qu'on a eue, mais qui n'est pas officielle, je dirais. Et concernant la situation précisément des CPX, la dernière fois qu'on a posé la question à l'ANS il y a quelques semaines, ils nous disaient que c'était en réflexion chez eux. Donc sans donner d'horizon, on ose espérer que ce sera un peu concomitant quand Pro Santé Identité sera disponible, qu'on aura plus d'informations à ce niveau-là. Et ça répond et la question, du coup, on ne pourra pas y répondre précisément sur comment on fait pour les intérimaires au début. On comprend bien, et c'est des choses, de toute façon, qu'on a fait des visites terrain qui nous ont été remontées tout de suite, c'est que les intérimaires, ça arrive vraiment au dernier moment et que au niveau SI, vous n'avez pas forcément la visibilité. Après, là, pour le coup, il faudra qu'on voit, et c'est des questions qui nous restent en suspens avec le national, quand le portail Pro Santé Identité, combien de temps prend toutes ces démarches? De faire la démarche, et une fois qu'on a fait la démarche, combien de temps ça permet de disposer d'un NIE, et combien de temps derrière est-ce que le délai est tout de suite, et le NIE qui est délivré est tout de suite activé, quoi. Donc pour l'instant, voilà, ça fait partie des points qu'on n'a pas encore et qui restent en suspens sur ces questions de Pro Santé Identité qu'on vous présente un peu en avance de phase. Alors, Pro Santé Identité, ça vient d'où? C'est vrai que Jean-Baptiste en a parlé un petit peu avant, c'est qu'il y a eu une phase alpha de HospiConnect avec certaines structures qui étaient pilotes pour tester des choses. Et en fait, ces structures pilotes, un point qui est remonté comme un point bloquant, c'est qu'ils n'arrivaient pas à délivrer de MIE à portée nationale pour certains professionnels. Outre évidemment la carte CPE ou CPA, mais comme je l'ai dit, qui n'avait pas de portée nationale vu qu'il n'y avait qu'un identifiant local. Et c'est bon. Je crois que c'est bon. N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent prendre de lever la main, s'il y en a qui veulent prendre la parole ou poser d'autres questions. Et de toute façon, on y revient au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à PSI. Oui, tout à fait. Alors, juste pour récapituler sur cet objectif 1.1, donc l'objectif étant de réaliser le rapprochement du RPPS, ce qu'on peut présenter comme ce qui est possible aujourd'hui, c'est de passer par une procédure vraiment purement manuelle, donc avec une recherche en ligne dans l'annuaire santé publique. Donc, imaginons, vous créez le compte pour un professionnel. Vous voulez savoir s'il a un numéro RPPS, ben, vous pouvez consulter l'annuaire santé publique et essayer de retrouver ce numéro. Alors évidemment, dans tout ce qui est procédure manuelle, on est sur quelque chose qui dit manuel, dit risque d'erreur. Hein, donc, c'est vraiment pas l'idéal. Il y a le fait de passer par l'annuaire santé avec ses données restreintes, donc là qui permet quand même de mieux vérifier notamment les données d'identité du professionnel. Ça suppose d'avoir cette autorisation dont je parlais qui soit délivrée par l'ANS, mais ça reste quand même une procédure manuelle dans tous les cas. Et puis on peut imaginer aussi de prendre en compte une attestation d'inscription au RPPS qui serait fournie par le professionnel ou le fait que si c'est un professionnel déjà équipé par exemple d'une carte CPS pour un médecin par exemple, de récupérer son numéro RPPS inscrit sur la carte. Mais vous voyez que tout ça, ça reste manuel et donc c'est du temps humain à passer et avec des risques d'erreur possibles.
Alors, je vais juste répondre à une autre question aussi. Oui, pour les intérimaires, s'il y a un intérimaire qui est passé par une structure et que la structure lui a, on va dire, enregistré, enrôlé pour que le professionnel intérimaire puisse avoir un identifiant pro santé identité, si l'intérimaire vient travailler après dans un établissement B, quand vous allez le rechercher sur le portail pro santé identité, vous allez voir que ce professionnel, en fait, il a déjà, en effet, un identifiant pro santé identité. Donc, en fait, une fois qu'un intérimaire est passé par un établissement A avec une commande d'un identifiant pro santé identité, quand il sera dans un établissement B, C ou D, il aura déjà eu une commande d'un identifiant pro santé identité. Alors, la question se pose, et c'est un point parce que ça nous revient souvent, j'anticipe des potentielles questions, pour les infirmiers qui ne sont pas inscrits à l'ordre, par exemple. On va en reparler d'ailleurs. Hein, on va en reparler tout à l'heure. Tu peux le dire maintenant. En fait, pour les infirmiers qui ne sont pas inscrits à l'ordre, on se demande si du coup, vu qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre, bah, ils ne peuvent pas avoir un numéro RPPS. Donc on se demande si pour ces infirmiers-là qui ne sont pas inscrits à l'ordre, on peut leur commander, enfin on peut leur commander un identifiant PSI, en sachant qu'avec un identifiant PSI, ils auront un moyen d'authentification lié à PSI. Donc après on en reparlera avec le DMP, mais ils auront une carte de haute profession qui ne sont pas forcément habilités à consulter le DMP, mais au moins ils pourront s'authentifier de manière forte aux différents systèmes d'information hospitaliers avec un identifiant de portée nationale. En revanche, si un infirmier qui avait un numéro PSI fait les démarches après auprès de son ordre pour être inscrit à son ordre et qu'il obtient du coup un identifiant RPPS, quid de son identifiant PSI, quoi. Donc c'est un peu toutes les questions qu'on a en suspens pour ces problématiques-là, notamment sur la population infirmière qui en général vous pose beaucoup de problèmes dans les établissements de santé, ou en tout cas quand on a vu les établissements de santé lesquels avec qui on s'est entretenu, c'était quand même un des points bloquants qui revenait souvent. Alors, pour revenir à ces fameuses procédures, donc on peut envisager une procédure dite assistée, où on utiliserait l'API, l'accès à l'annuaire santé, mais on retombe assez vite dans les mêmes problèmes potentiels que la procédure manuelle. Et puis, ça suppose évidemment l'intégration de cette API, hein, donc on travaille au niveau de vos logiciels. Et la cible un petit peu idéale, et c'est vraiment ce qui est sous-jacent avec ProSanté Identité, c'est de passer à une procédure automatisée avec l'intégration de la future API ProSanté Identité, qui permettra de faire une recherche des personnes sur des traits d'identité stricts, donc un petit peu à la manière de ce qui se fait pour l'INS, hein, pour les usagers, pour les patients, et donc qui permettra, le cas échéant, de récupérer un RPPS préexistant ou de réaliser l'enregistrement si le professionnel est éligible à un enregistrement RPPS, ou éventuellement du coup de récupérer ce fameux identifiant PSI dont on verra quel sera l'usage possible une fois que toutes les spécifications seront données. Et avec ces procédures automatisées, on peut aussi imaginer de passer directement par ProSanté Identité, potentiellement, pourquoi pas, pour rechercher l'identité de la personne au niveau national. Et une fois qu'on a le retour de ProSanté Identité, de créer le compte. C'est-à-dire, c'est pas de passer du compte local qu'on vient remplir de données nationales, mais directement de récupérer les infos au niveau national dans les bases de référence et de créer le compte à partir de ces données. Donc, ça, c'est un petit peu la cible idéale dans la mesure où aussi ça limite, voire annule tout risque d'erreur, notamment dans la saisie des noms, etc., ou des informations personnelles des professionnels. Alors, cette question qui est apparue, quid des PS qui ne sont pas salariés des établissements, mais libéraux travaillant au sein d'un établissement? Donc là, si c'est des professionnels de santé, on va dire classiques avec un RPPS, on va dire automatique suite à leur inscription à l'ordre, ce que sont les chirurgiens. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que s'ils travaillent pour une de vos structures, il faut que le professionnel en question en informe en fait ses autorités d'enregistrement. Donc là, par exemple, son ordre pour que l'annuaire santé soit mis à jour. Et derrière, après, la carte, on va vous en parler. On a une nouvelle carte CPS de nouvelle génération. Et en fait, la carte, si on parle par exemple de la carte au niveau des MIE, peut intégrer plusieurs activités pour un professionnel. Je ne sais plus à combien on est bloqué, si c'est 6 ou 12. Je ne sais plus de tête. Ça, on pourra regarder. Mais en tout cas, pour un professionnel qui intervient dans plusieurs structures, on peut lui affilier plusieurs structures de travail.
Et petite parenthèse, ProSanté Identité tel qu'il a été présenté jusqu'à présent, a priori ne concernera pas les professionnels à ordre. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourra les retrouver si on fait une recherche, on trouvera leurs informations, mais par contre, ça ne permettra pas de procéder à un enregistrement à la place des ordres. Là, les ordres sont restés. Alors, question d'après, est-ce qu'on pourrait préciser l'articulation Pro Santé Connect et Pro Santé Identité? Est-ce que tu peux juste revenir sur le schéma et on va y répondre? En fait, ce que vous voyez, Pro Santé Identité, c'est le fait de s'enregistrer dans Pro Santé Identité. Le fait d'être enregistré dans Pro Santé Identité permet d'avoir le droit, pour le professionnel qui vient d'être enregistré, de disposer d'un MIE fourni par le national qui est enregistré dans Pro Santé Connect. Donc aujourd'hui, on parle de cartes CPX, on va les appeler comme ça, et ICPS, avec d'autres modalités d'authentification qui sont à venir et dont on reviendra avec notamment, par exemple, les clés FIDO que vous avez sur le schéma là. Donc c'est pour des professionnels qui aujourd'hui, par exemple, ne pouvaient pas avoir de MIE fourni par le national ou ne pouvaient avoir, on va dire, fourni pardon, au travers de ProSanté Connect et qui pouvaient avoir que des cartes CPE ou CPA, là, en ayant un identifiant national par ProSanté Identité, ils vont pouvoir disposer de tout MIE qui peut être délivré par ProSanté Connect. Voilà le lien entre ProSanté Identité et ProSanté Connect. Alors, on passe à l'objectif 1.2, alors qui est très lié au 1.1, hein, donc on va passer relativement rapidement dessus. Donc, l'objectif de cet objectif, c'est que les permissions d'accès au DPI, en particulier, soient mises à jour lors des mouvements de personnel, donc avec des cibles, une cible, comme toujours, qui est évolutive entre juin 2027 et 2028. En 2027, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une procédure de mise à jour des comptes et des habilitations qui soient décrites et opérationnelles, qu'elles soient automatiques ou manuelles. Et donc avec une prise en compte de la gestion des habilitations lors de l'arrivée des départs et des éventuels changements de service au sein de l'établissement, et qu'il y ait une revue automatique ou manuelle des comptes et des habilitations qui soient effectuées au minimum chaque année. En 2028, on attend que tout ça soit évidemment toujours là, mais de manière automatisée, et qu'il y ait une base de compte qui soit centralisée pour le SIH, donc en lien fort évidemment avec la base RH. On attend aussi que les activités du RPPS soient mises à jour au sein du SIH, dans le cas où il y a des professionnels dont les activités qui sont censées être reflétées dans le RPPS évoluent, et que la revue des comptes et des habilitations soit réalisée de manière automatique. Donc un petit rappel évidemment important, cette distinction entre authentification et habilitation. Ce n'est pas parce qu'on a une carte CPS et qu'on est authentifié avec cette carte que derrière on a accès nécessairement aux différents services du SI. Donc tout le travail sur les habilitations est bien à distinguer de l'authentification en tant que telle. Retour sur le répertoire d'identité locale dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a 3 obligations majeures. Il faut que ce répertoire soit complet. Il doit contenir l'ensemble des professionnels à qui un MIE peut être remis. Il faut qu'il soit exact. Donc la grande importance que l'identité ait été vérifiée en amont de la création du compte dans le répertoire, pour que de fait les MIE qui sont utilisés soient rattachés à une identité qui soit vérifiée et fiable. Et donc, il faut que ce soit toujours à jour, donc ça doit refléter en continu les mouvements du personnel, et puis ce qui permettra évidemment de gérer des habilitations correctes. Donc, vous voyez que tout ça nécessite une synchronisation entre le répertoire local, le répertoire sectoriel dont on a parlé pour le premier objectif, et puis tout ce qui concerne plus la section ARH dans votre SI. Sur la création de compte d'un professionnel, les exigences qui sont décrites dans le RIE en particulier, donc c'est que lors de la processus de la création de compte, il y a une vérification stricte de l'exactitude des données d'identité. Alors, ça peut être par un face-à-face physique, avec présentation d'une pièce d'identité, ou bien par des modalités électroniques, que sont l'utilisation de ProSanté Connect pour les professionnels qui seraient déjà équipés d'un MIE compatible, ou pourquoi pas de passer par France Identité, etc. Donc là, évidemment, ça va dépendre de l'intégration dans votre logiciel d'enrôlement, de création de compte au niveau RH. Les petits points de détail qui sont donnés au niveau du RIE, c'est que dans le cas où on utilise des adresses email ou des numéros de téléphone qui seraient impliqués dans le mécanisme d'authentification au sein de votre SI, il faut qu'il y ait une vérification électronique de ces points de contact. Et puis ça c'est ce qu'on a dit pour l'objectif 1.1. Dans tous les cas, la vérification de l'existence de la personne dans le RPPS doit être systématique. C'est vraiment une obligation de toute façon imposée par le RIE.
Donc globalement, sur cet objectif, et ça rejoint aussi le premier, hein, les éléments à considérer pour la mise en œuvre, c'est de bien prendre en compte que c'est une problématique qui est avant tout organisationnelle, qui peut nécessiter d'impliquer tous les métiers concernés pour définir les process en interne chez vous, que ce soit pour la création des comptes, la mise à jour des comptes ou des habilitations et les revues qui iront avec. L'objectif d'automatisation, comme on l'avait vu, il est attendu pour 2028. Alors idéalement, c'est vrai que c'est là qu'une solution de type IAM peut entrer en ligne de compte. Alors on indique dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, suivant la taille de votre structure, eh ben, peut-être que des fois, ça peut être quelque chose de très... Tu peux peut-être y répondre si tu veux, parce que ça reprend une question, je te la lis. Sur l'objectif à mi-2028, ça veut dire qu'un compte doit être créé dans une base, exemple un AD, et se déverser automatiquement en fonction des droits vers les autres logiciels de type DPI. Tout à fait, ouais. Donc évidemment, ça coule de source, hein, mais la mise en place d'une solution IAM, c'est éligible au financement HospiConnect, évidemment. Et concernant le RPPS, le fait, parce que c'est explicite dans cet objectif 1.2, la mise à jour des activités dans le RPPS, c'est là où la future API à santé identité dont on a parlé juste avant répondrait à ce besoin, puisqu'elle permettra de pousser les activités vers le RPPS. Sur tous ces sujets-là, sur ces deux premiers objectifs, il y a un guide en ligne pour la sécurisation et la simplification de l'identification électronique qui a été élaboré par l'ANS et les établissements pilotes de la phase alpha HospiConnect, qui est disponible en ligne. Donc le lien est dans le support que vous recevrez, on pourra vous le remettre dans le chat. Guide très intéressant qui reprend d'un point de vue méthodologique et technique toutes ces problématiques et qui peut vous donner des pistes de solutions encore plus, je dirais, détaillées que ce qu'on vient de présenter. Alors, les petits points d'attention sur ces objectifs, on en a parlé pas mal. Donc, il y a la problématique récurrente des IDE qui ne cotisent pas à l'ordre, donc qui n'ont pas de numéro RPPS. Or, dans la cible de juin 2027, on nous dit que toutes les professions à ordre on doit connaître le numéro RPPS de ces professionnels. Donc, de fait, si les IDE qui ne cotisent pas à l'ordre et n'ont pas de RPPS, ça peut poser problème. Ça pose problème. La question du calendrier pour permettre l'enregistrement RPPS par l'employeur, donc pour les professionnels à rôle dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est attendu dans la cible de juin 2028. Donc comme on le disait, pour attribuer un numéro RPPS typiquement au secrétaire médical, aux AMA, etc. Donc on est en attente d'une date par rapport à ça. Pour information, les secrétaires médicaux de cabinets libéraux peuvent être inscrites au RPPS depuis décembre 2025. C'est tout frais. Donc on est évidemment en veille et en échange régulier avec le national sur ce sujet-là. Et puis, Benoît en a parlé, quel calendrier de mise à disposition de ProSanté Identité, pour quelle fonctionnalité initiale, parce qu'évidemment, ProSanté Identité, c'est un produit qui va évoluer au fil du temps. Quelle utilisation sera possible de l'identifiant national PSI dont on parlait versus RPPS. Donc voilà, ça c'est des points qui restent à élucider. Et puis, quand on parle API, ça veut dire intégration par les éditeurs dans vos logiciels. Donc, quels seront les délais de mise en œuvre? On sait qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont accès au bac à sable actuel, donc qui travaillent déjà sur le sujet, mais bon, c'est un point à préciser. Et donc, évidemment, l'API, c'est ce qui vous permettra d'automatiser au-delà du portail self-service qui, lui, ressemblera beaucoup à ce qui existe déjà, avec le mérite de centraliser avec un point d'entrée unique. Voilà pour les deux premiers objectifs. Alors, juste pour répondre, Ouais. Alors là, on est plus sur des... la deuxième est une question. Alors, il y a plusieurs questions là qui arrivent sur le périmètre, qui sont plus du périmètre ARS sur le premier point. On va peut-être y répondre très rapidement, parce que c'est quand même des questions qui sont importantes, mais c'est vrai que ça fait pas forcément ça fait pas forcément partie de ce webinaire. Financement éligible à HospiConnect, c'est un peu ce qu'on vous a présenté au début. Il y a la partie matérielle où on va puiser dans le budget CARE. Et c'est là où Jean-Baptiste a parlé, par exemple, la possibilité ça peut être par exemple se faire financer des lecteurs de cartes CPX, mais ça peut aussi être des financements de solutions de type IAM ou des choses comme ça, il me semble. Oui, IAM, ça sera dans le volet transformation du coup. Oui, c'est dans le volet HospiConnect. Mais voilà. Matériel, ça peut être d'autres NIE que les cartes nationales, des clés FIDO, des cartes que vous feriez vous-même, que vous gériez vous-même. Il y a cette partie-là, et sur la partie purement atteinte des cibles d'usage, en fait, en fonction du nombre d'agents que vous avez et de l'atteinte des cibles d'usage, vous recevez X% de l'enveloppe qui vous est attribuée au niveau national.
Est-ce au GHT de porter l'inscription? Là, pareil, il faudrait que je reconfirme, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que l'inscription, elle est au niveau du GHT, mais que les cibles d'usage sont demandées à chaque ES, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, hein, tu confirmes. Ok. Et au vu des contraintes, c'est pas un peu tard d'ouvrir l'accès au RPPS en 2028? Euh, euh, Ah oui, alors c'est peut-être par rapport à ce qui est indiqué là, quand c'est ouais. écrit attendu dans la cible, c'est-à-dire que on parle de la cible HospiConnect, qui Mais dit qu'en juin 2028, il faut que tous les professionnels éligibles soient au RPPS. Ça ne veut pas dire que l'ouverture aura lieu en 2028, hein. Vraisemblablement, ce sera bien plus tôt. Ouais, l'objectif, c'est que les deux soient un peu corrélés entre l'ouverture du RPPS, on va dire, pour les structures sanitaires et l'ouverture de ProSanté Identité. Ça arrivera quasiment tout en même temps. On va peut-être corriger ce slide parce qu'effectivement, ça peut être compris de travers, hein. Donc, je répète, hein, cette fameuse ouverture n'aura pas lieu en 2028. Ce qu'on dit, c'est qu'en 2028, on attend que ce soit là, donc il faut que ce soit ouvert bien avant, bien sûr. C'est bon pour vous? Ouais, je pense qu'on peut enchaîner du coup. C'est à moi, ok. Ouais. Concernant, donc là, on va voir vraiment ce qu'on entend par modalité d'identification électronique à deux facteurs. C'est le fameux 2FA, qui sont repris à la fois au niveau des demandes de SpiConnect, mais surtout au niveau de la politique générale des sécurités des systèmes d'information santé qui nous définit, enfin qui nous aide, qui définit pas forcément, mais qui nous aide à voir les moyens 2FA et non. Si on va sur les... Oui. Ouais, vas-y. Donc, au niveau des moyens d'identification électronique, on vous a repris les moyens que vous connaissez tous et qui sont des moyens courants qu'on retrouve actuellement. On peut avoir du login mot de passe. Donc là, on est sur du AF1, du 1FA, pardon, du login mot de passe OTP. On peut avoir de la FIDO2 qui sera intégrée à ProSanté Connect aussi prochainement, même si on n'a pas la date. On a les cartes CPX avec le code PIN et la ICPX. Voilà, c'est des exemples de modalités d'identification électronique qu'on retrouve très souvent dans les structures. En fait, on dit du 2FA quand une modalité d'identification électronique comprend deux facteurs sur trois types de facteurs. Les trois types de facteurs possibles sont la connaissance, ce que je sais, typiquement un mot de passe, c'est vraiment quelque chose que je connais. La possession, quelque chose que je possède, donc ça peut être en effet un smartphone, ça peut être une clé, ça peut être une carte à puce ou tout autre dispositif que je possède. Et le troisième facteur qu'on retrouve souvent un peu moins, c'est celui de l'inhérence, c'est ce que je suis. Si je veux faire de l'authentification par biométrie, par exemple, je suis typiquement dans une authentification qui propose un facteur de type inhérence. On vous a listé quelques exemples pour la suite pour bien s'y retrouver. Par exemple, la carte à puce. La carte à puce, elle est liée à deux facteurs. Un facteur possession, la carte à puce, je la possède, et un facteur connaissance, bah, j'ai un code PIN, et ce code PIN, c'est moi qui le connais. Donc je suis sur une modalité d'authentification à double facteur. Je possède ma carte à puce et je connais mon code PIN. Une connexion par login mot de passe associé à un TOTP, par exemple, bon, bah là, pareil, je suis sur un type de connaissance, mon login, mon mot de passe, et un facteur de possession qui est généralement un smartphone qui me sert à générer mes codes TOTP. Voilà, je vais peut-être pas tout détailler pour vous montrer le détail. Après, on a la clé de sécurité, l'OTP. L'OTP, où c'est un peu ambigu. Voilà, c'est ça qui nous reste à voir avec le référentiel d'identification électronique qui est aujourd'hui en concertation. Très évasif sur ce sujet-là, où en fait, dans le référentiel d'identification électronique, on nous recommande très vivement de ne pas faire de l'OTP ni par mail, ni par du SMS, mais c'est pas dit clairement que on ne considère pas de l'OTP comme une modalité d'authentification à deux facteurs. Donc on va parler, ouais. Alors c'est vrai que tout ce qu'on voit là sur les MIE de facteurs, c'est lié vraiment à la partie politique générale de sécurité des systèmes d'information santé et qui est vraiment l'objectif 1.0, c'est l'objectif transverse des indicateurs HospiConnect. Donc si, ouais.
Donc aujourd'hui, en fait, c'est le RIE qui nous dit qu'il y a 3 sortes de modalités d'identification électronique à 2 facteurs qui sont acceptés. La première et la plus simple, c'est les MIE qui sont proposés par ProSanté Connect. Donc c'est ce qu'on va détailler juste après. Donc aujourd'hui, on a les cartes au travers de ProSanté Connect et pas les cartes directement. C'est-à-dire, bah, on va en reparler juste après, pardon, je suis allé un peu vite, la ICPS et tout ce qui est autres modalités compatibles Pro Santé Connect qui seront automatiquement intégrés à Pro Santé Connect. On parle par exemple des dispositifs FIDO2 qui devront arriver au cours de cette année 2026. Et au niveau des cartes, on en a déjà parlé un petit peu. Bon, aujourd'hui, vous retrouvez la CPS, la CPE, la CPA. Alors CPS, j'englobe aussi la carte de professionnel en formation aussi qui a le même niveau, et les cartes de directeur qui servent à autre chose, cartes de CDE, CDA, qui sont des cartes qui permettent en fait d'autoriser d'autres professionnels à faire des commandes de moyens d'identification électronique délivrés par l'ANS, que ce soit des moyens d'identification électronique de personnes physiques mais aussi de personnes morales, en soi, les certificats IGC Santé, qui sont par exemple utilisés pour alimenter le DMP. Et donc, c'est ces cartes, c'est ces cartes CPE et CPA qui aujourd'hui contiennent un identifiant local uniquement et qui vont, avec PSI, à terme évoluer. On en a parlé rapidement, mais on a une nouvelle version de la carte CPS. Si vous pouvez le voir, on a un nouveau visuel qui nous est fourni par le national pour ces CPS-là. Il y a quelques variations par rapport aux cartes actuelles. Déjà, la première variation, c'est quand même la durée de validité. Aujourd'hui, les cartes CPX de génération CPS V3 avaient une durée de vie de 3 ans. Là, les nouvelles cartes CPS auront une durée de vie de 6 ans. Pourquoi des nouvelles cartes? Donc, c'est le point juste après. Donc, il y a un renforcement de la partie sécurité et qui fait le lien avec le point encore juste d'après, qui est lié à des nouvelles aussi technologies sans contact qui sont intégrées dans la carte. Où avant les cartes CPS V3, on était sur un protocole qui s'appelle du MyFair classique, qui est un protocole, il me semble, obsolète depuis 2009. Donc voilà, pour faire du MyFair Desfire. Et donc en fait, c'est là où ça peut avoir des impacts sur tout ce qui est dispositif aujourd'hui sans contact pour s'authentifier. Voilà, par exemple, si c'était votre badge que vous utilisez pour la cantine, pour accéder à des salles de réunion, pour accéder à d'autres outils comme ça sans contact, il faudra bien vérifier que ces badges, par exemple, intègrent la technologie MyFair Desfire et pas que de la technologie MyFair classique, qui encore une fois, normalement, c'est le cas, vu que c'est plus maintenu depuis 2009, mais on ne sait jamais. Et si vous êtes que sur du MyFair classique, là, vos badgers sans contact pour la CPS V4 ne fonctionneront plus. Et dernier point, peut-être, si on peut en parler, sur la partie FIDO2, c'est en effet la CPS V4 est compatible avec le protocole FIDO2, donc intègre directement en son sein une application FIDO2. Ce qu'il y a aussi par rapport ce qu'il faudra bien faire attention, c'est que pour activer les CPS V4, pour pouvoir lire les CPS V4 de toute façon en contact sur les cartes sur les lecteurs de cartes CPX, il faudra bien mettre à jour le petit composant qui est la cryptolite pour que ça puisse fonctionner. La ICPS, je pense que vous la connaissez bien, c'est la version dématérialisée de la carte CPX, qui aujourd'hui, en fait, pour avoir une carte CPX, il fallait soit disposer d'une carte physique. Donc, par exemple, si je suis un professionnel qui aujourd'hui avait une CPU nominative, donc via un identifiant local, je pouvais, vu que j'ai une carte physique, obtenir une carte ICPS. Et aussi, après, tous les pros qui sont enregistrés au RPPS, qu'ils aient
une carte physique ou non, pouvait avoir une ICPS. Et là, je pense que vous l'avez bien compris via notre présentation, c'est le fait de disposer une ICPS, c'est vraiment le fait, pour l'avenir, c'est vraiment le fait d'avoir un identifiant national, que ça soit sous le RPPS ou soit via PSI, qui vous permettront d'obtenir une ICPS. Et ça, c'est nouveau. Donc là, aujourd'hui, c'est une capture d'écran du bac à sable. Mais quand vous allez vouloir vous connecter via une modalité Pro Santé Connect, vous avez plusieurs autres enfin, vous avez plusieurs dispositifs qui vous sont proposés. Et bientôt, en production, donc au cours de l'année 2026, vous allez avoir la possibilité de vous identifier au travers de Pro Santé Connect par du FIDO2. Donc ça peut être par exemple une clé USB que vous branchez sur un port USB, une clé FIDO2 qui vous génère un code d'authentification pour vous connecter au SI. L'autre point, donc là on a abordé le MIE le plus simple, celui qui est proposé par ProSanté Connect. Donc de fait, il est automatiquement conforme au référentiel d'identification électronique et la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, mais c'est pas l'unique solution. Solution plus complexe mais qui peut être intéressante, c'est quand même cette partie habilitation d'un FI tiers. On va y revenir dans le détail. Si on fait un parallèle d'abord avec France Connect, en fait, Pro Santé Connect, ça marche pardon, je vais y arriver, comme France Connect. Dans France Connect est un agrégateur de moyens d'identification électronique et vous pouvez vous connecter à France Connect par différents moyens. Vous pouvez vous connecter via le compte de vos impôts, en utilisant le compte Amélie, etc., etc. Et Pro Santé Connect, c'est pareil pour la santé, c'est que vous allez avoir différents MIE qui sont référencés à l'intérieur sur lesquels vous pouvez vous authentifier pour accéder à Pro Santé Connect. Et donc, c'est là où, si tu passes à la slide d'après, ouais, on va passer à la slide juste après, du coup, pour aller plus loin, c'est que vous allez pouvoir, ça demande plus d'efforts en termes d'exigence, notamment en termes de sécurité, parce qu'il faut être référencé auprès des services de l'ANS où ça va plus loin en référencement de sécurité, mais c'est de se dire que vos propres NIE que vous utilisez localement, vous pouvez les faire référencer dans ProSanté Connect. Et c'est ce qu'on appelle la partie délégation aux fournisseurs d'identité tiers. C'est-à-dire que si au niveau local, mon authentification de facteur, je n'utilise pas du tout ProSanté Connect, je suis sur des dispositifs locaux de type j'ai une carte propre à mon établissement ou j'ai un système de badge pour m'identifier au SI, via la délégation ProSanté Connect, vous allez pouvoir retrouver votre système d'identification locale au travers de ProSanté Connect quand vous allez vous connecter. Et c'est là où vous retrouvez le fameux délégation avec vos moyens d'identification électronique locaux qui sont affiliés à ProSanté Connect. Donc là, typiquement, sur cette liste, sur ce qu'on voit sur la photo d'écran, c'est qu'il y aura une liste déroulante. On retrouvera la liste des établissements qui sont habilités pour fonctionner comme ça. Donc vos professionnels qui voudront utiliser ProSanté Connect pour accéder typiquement à des services nationaux, je sais pas, via Trajectoire par exemple, pourront sélectionner votre établissement dans la liste. Ils seront redirigés vers une page d'authentification chez vous, sur laquelle ils pourront utiliser leur MIE, le même que celui qu'ils utilisent en interne dans le SI, et être autorisés à rentrer par ProSanté Connect, donc sans avoir besoin d'un recours à un MIE national. Alors, pour répondre aux deux questions, donc qui fournira la clé FIDO2, c'est l'ANS. Alors, non. L'ANS fournit la partie carte CPX et la partie application ICPX. En revanche, si vous voulez partir sur des schémas d'identification électronique où la modalité c'est des clés de FIDO2, vous allez pouvoir vous faire financer vos clés FIDO2 au travers de ce programme-là. Donc, moyennant le coût des FIDO2 et moyennant l'enveloppe en fonction des agents je m'en souviens plus, oui, c'est ça, en fonction des agents que vous avez au sein de l'établissement sur la partie volet matériel de care. Et pour la question d'après, c'est bien lui de choisir ses outils cinématiques. Alors oui,
Du coup, c'est vous qui choisissez en interne par rapport à vos pratiques, comment ça se passe sur le terrain chez vous, quelle modalité d'identification électronique vous retenez. Ça, derrière, c'est personne vous l'impose. À partir du moment où vous avez des pros qui se connectent en deux facteurs et que vous avez associé votre identité, votre identifiant local à un identifiant national, derrière, vous avez le choix des modalités d'authentification que vous envisagez. Donc, ça peut être de la carte, ça peut être de l'ICPS, ça peut être de la FIDO2, ça peut être vos propres moyens d'identification électroniques locaux que vous avez déployés tant que c'est du deux facteurs. Ça, c'est vraiment vous qui avez la main là-dessus. L'achat donc des clés FIDO2 est éligible remboursement dans vos Care Hospi Connect, on en a parlé sur la partie matérielle. Et la dernière modalité, Je le prends sur eux. vas-y. Je te laisse souffler. Oui, donc la troisième modalité, donc c'est un MIE qui repose sur un schéma conforme au RIE. Donc on va détailler ce qu'ils entendent par schéma d'identification électronique. Petit détail, vous l'avez peut-être sans doute remarqué sur tous les slides qui sont propres à ce qui est indiqué dans le nouveau RIE, le RIE V2 qui aujourd'hui est en concertation. On a mis une petite mention parce qu'il n'est pas impossible que certaines choses à la marge bougent avant la version définitive. Juste, on a une question, on va y revenir juste après quand Jean-Baptiste va parler des modalités d'authentification principales ou modalités, je ne sais plus comment ça s'appelle, alternatives, voilà, et les modalités de secours. Ça répond à la question sur est-ce qu'on peut avoir quelques clés Philo 2 dans l'établissement pour pallier les jours où le professionnel aura oublié sa carte CPS chez lui. Donc on va y répondre juste après. Alors, ce qu'on entend par schéma d'identification électronique, c'est l'ensemble des règles, processus et technologies qui sont mises en œuvre pour émettre et utiliser des MIE. Donc, vous voyez que ça recoupe tout ce dont on parle depuis le départ, c'est-à-dire que ça doit inclure la notion de cycle de vie des identités, comment on crée les identités, comment on les met à jour, etc. Le cycle de vie des MIE en lui-même, comment on les délivre, comment on les remplace, comment on les révoque, et les mécanismes aussi d'authentification d'un point de vue plus technologique. Donc, c'est-à-dire que ça ne se limite pas, quand on parle de conformité au RIE, avec cette V2, ça ne se limite pas à dire je fais du double facteur avec deux types différents, par exemple, et ma clé, mon MIE utilise telle technologie. Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi garantir et être conforme sur tous les process attendus en termes de création d'identité, vérification d'identité, etc. C'est le fournisseur d'identité qui est responsable du schéma d'identification électronique. Donc, dans votre cas, c'est l'établissement. Donc, si on le synthétise par ce schéma-là, on voit que le schéma d'identification électronique qui est représenté par les petits pointillés violets, là, ça encadre tout, la création de l'identité numérique, la délivrance du MIE, l'obtention des données complémentaires depuis le répertoire sectoriel, l'utilisation du MIE en lui-même, jusqu'à l'authentification vers les services. Donc, pour être conforme au schéma d'identification électronique, ça suppose de produire une attestation de conformité. Donc, c'est ce qui est attendu en termes d'objectifs par Hospi Connect 2027-2028. Alors, pour info, dans les objectifs publiés dans l'instruction, il parle de PV de décision de la commission d'homologation. Donc, ça, c'était le terme qui était employé dans le RIE actuel. Dans le RIE V2, on parle donc d'attestation de conformité, mais c'est sensiblement la même chose. Donc, il faut que ce soit un document qui soit un support de présentation synthétique intelligible qui présente donc les schémas d'identification tels qu'ils sont dans votre établissement, quels sont les services qui vont qui vont utiliser ces schémas, quels sont les utilisateurs potentiels, etc. Donc, une description très fonctionnelle du système. Il faut que vous teniez une commission en interne, donc avec différents métiers, le responsable légal, la RSSI, DPO, DRH, etc. Donc, en fonction de la composition de votre établissement. Et qu'une attestation soit signée avec une validité, avec une date, une durée de validité, et pour laquelle on peut, en tout cas jusqu'au 31, il faut qu'au 31 décembre 2026, il y ait une première attestation qui soit produite, dans laquelle vous pouvez avoir des réserves, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être 100% conforme au RIE dans un premier temps. Il faut, dans ce cas-là, donc préciser quelles sont les réserves que vous émettez, et puis quel est le plan d'action pour pallier à ces réserves, avec une échéance définitive, par contre, qui est au 31 décembre 2028, qui indique qu'à cette date, il faudra que toutes les réserves soient levées. Donc, au 31 décembre 2028, tous les établissements doivent être conformes au RIE à 100%. Donc, tous les travaux qui sont relatifs à la réalisation de l'attestation et à la mise en conformité sont aussi finançables par Hospi Connect.
Alors là, on va justement parler très rapidement de la question qui était posée. Le RIEV2 aussi définit une notion de MIE nominal, alternatif et de secours. Le MIE nominal, donc c'est celui qui est prévu dans des conditions d'utilisation normale du service, celui qui doit être proposé par défaut pour s'authentifier dans le système. Évidemment, il faut qu'il soit conforme au RIE. Le MIE alternatif, c'est celui qui doit être rendu disponible en cas d'incident mineur du type j'ai perdu ma carte, j'ai oublié mes identifiants, quelque chose comme ça. Pour répondre au cas, ça pourrait être typiquement un milieu nominal là dans la demande que vous avez formulée, qui est la carte CPX et le MIE alternatif, qui serait la clé FIDO2 par exemple. En termes d'exigence, le MIE alternatif a un niveau d'exigence qui est identique au MIE nominal. Donc là-dessus, il y a encore quelques petites questions en suspens avec le national. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il faut faire 2 fois le travail de mise en conformité, etc., c'est tout de suite quelque chose de très conséquent. Donc on va voir dans quelle mesure le MIE alternatif peut-être pourra être un petit peu allégé en termes de conformité. Et puis, finalement, on a aussi le MIE de secours. Donc là, c'est ce qu'il faudrait prévoir en cas d'incident majeur du type coupure réseau, dans le cas où votre MIE utilise le réseau, une défaillance matérielle majeure, etc. Le but, c'est d'avoir un moyen quand même d'accéder aux données essentielles, au strict nécessaire, sur activation par un administrateur pour un temps limité. Et dans ce cadre-là, il est toléré d'avoir un niveau de sécurité qui serait beaucoup plus faible. Pourquoi pas du 1FA? Parce qu'évidemment, la priorité, c'est quand même de pouvoir soigner et donc d'avoir accès aux données qui sont essentielles pour ça. Donc tout ça sera détaillé dans le RIEV2, voilà, mais c'était déjà pour vous sensibiliser au fait ben voilà, que cette notion a été introduite. Ça, moi, Le relais, ouais, ouais, je vais aller très très vite pour qu'on puisse aborder la partie DMP vu qu'il ne reste que 25 minutes. En fait, il y a plusieurs, du coup, je pense que vous l'avez compris, il y a plusieurs moyens au niveau architecture. Et ce qu'on veut vraiment éviter, c'est de se dire que pour chaque fournisseur d'identité différent, on ait des moyens d'identification électronique différents. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter parce que bah, pour le pro, pour les professionnels, c'est vraiment pas pratique, avec des moyens qui peuvent être différents à chaque fois pour chaque service. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure à éviter. Euh, Là, c'est juste pour introduire les couches SSO IAM, mais je ne veux pas en parler plus que ça. On va directement aller sur la partie architecture si tu veux bien. Ouais, donc j'espère que c'est pas trop petit, sinon de toute façon, on vous le redétaillera et si besoin, on pourra en reparler. C'est que vous avez plusieurs possibilités. Hein. C'est de se dire dans le schéma que vous avez en haut à droite, c'est juste que vous avez des modalités d'identification électronique qui sont centralisées par un SSO et qui vous permettent de vous authentifier au service de votre système d'information. Donc là, on a mis le DPI, mais ça peut être tous les autres. Et que pour les services externes, donc on a mis par exemple de la téléexpertise ou via trajectoire, vous utilisez d'autres MIE qui sont propres à ces services-là. Donc via trajectoire, ça peut être les moyens qui sont proposés par via trajectoire, et après tout ce qui est en interne passe par votre SSO. Dans le 2, vous avez, c'est à peu près la même chose, sauf que en fait, vous centralisez la modalité d'authentification au service externe et vous la centralisez par ProSanté Connect. Et donc là, vous êtes plus dépendant des modalités qui sont fournies par via trajectoire ou des modalités qui sont fournies pour, là, on a mis l'application de téléexpertise, mais que ces moyens-là, vous pouvez avoir une seule partie, une seule délégation au niveau du fournisseur d'identité nationale et vous passez pour tous les services externes par ProSanté Connect. Et le cas ultime, c'est le cas notamment, vous pouvez utiliser la partie FI tiers qu'on avait présentée juste avant, c'est de se dire qu'au niveau de votre MIE d'établissement, vous vous appuyez toujours par exemple sur un SSO pour se connecter en local aux différentes applications. Mais vu que votre MIE d'établissement, il est fournisseur d'identité tiers au travers de ProSanté Connect, bah c'est ce même MIE qui peut être utilisé pour accéder aux services externes qui sont proposés dans notre établissement. Voilà, donc c'est différents schémas d'architecture qui sont possibles, qui sont à mettre en place d'une manière plus ou moins intégrée et qui demandent plus ou moins d'efforts, notamment d'un point de vue technique et sécurité pour y arriver.
Ça répond un peu à la question, ce type de schéma. Oui, C'est bon? ouais. Les points d'attention, on les a un peu évoqués, hein. Oui. Donc je vais pas forcément revenir dessus. Je pense qu'on les a tous vus. Le seul point qu'on n'a pas vu, c'est que dans le RIE, la partie moyen alternatif est obligatoire. Donc ça veut dire que vous devez proposer deux modalités d'authentification OSI en 2FA, à minima. Donc c'est pas forcément deux par ProSanté Connect. D'ailleurs, ça peut être deux dont aucun est par ProSanté Connect, mais en tout cas, il faut forcément proposer deux moyens en 2FA. Oui, pour la question CARE, là, on prend votre question et on regardera en interne. J'avoue que sur les financements CARE, je ne sais pas trop comment ça marche, mais il faudra qu'on regarde du coup avec l'ARS pour avoir les réponses. Et du coup, si on arrive sur la partie DMP, donc en fait, c'est un peu pour le national, l'objectif, c'est vraiment que que les systèmes d'information hospitaliers soient conformes, notamment au référentiel d'identification électronique et tout ce qu'on a vu avant, pour vous permettre de pouvoir faire de la consultation du DMP en utilisant ces principes-là. Donc en fait, ouais, bon, c'est pas grave. Pour accéder à la consultation du DMP, vous avez deux moyens. Vous avez via les API ProSanté Connect, donc on en reparlera un tout petit peu juste après, mais c'est pas forcément le cœur du sujet parce que c'est pas ce qui est forcément demandé à vos éditeurs de DPI en termes de développement, mais c'est surtout le mode R qu'on va évoquer juste après. Donc aujourd'hui, pour la consultation du DMP, vous avez trois modalités d'authentification. Vous avez le web PSDMP. Donc là, en fait, c'est je vais sur le portail du DMP, je recherche mon patient pour pouvoir consulter son DMP. J'ai la partie appel contextuel. Donc depuis mon DPI, avec le SSO qui est embarqué ou pas et le contexte patient qui est embarqué ou pas, j'arrive sur le web PSDMP. Et le dernier point, c'est celui qui est demandé, c'est la partie intégrée en lourd via l'authentification IR, où là, il y a directement les écrans du DMP qui sont embarqués dans votre dossier patient informatisé. Et c'est là où vous allez revoir, ça reprend un peu ce qu'on s'est dit avant. Là, vous avez tous les prérequis du mode R simplifié pour pouvoir justement faire du DMP via le mode R. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais le mode R, c'est se dire que mon authentification finale au DMP se fait via un certificat établissement, donc via une identification de personne morale et non identification de personne physique. Mais pour pouvoir arriver à une authentification de personne morale et donc disposer du mode R, il faut atteindre les différents prérequis, notamment qu'on a vu au niveau du programme. Donc, il faut s'authentifier en amont en deux facteurs. Alors, ce n'est pas forcément au niveau du DPI, mais il faut que ça soit une authentification en deux facteurs, pardon, au niveau de votre système d'information hospitalier. Ça peut être au niveau de la session, au niveau de l'AD, au niveau du DPI, bref, n'importe quelle brique centralisée au niveau de vos systèmes d'information, mais il faut qu'il y ait une authentification en deux facteurs en amont. On l'a vu, disposer d'un numéro RPPS au niveau du DPI, parce que le RPPS est un prérequis pour pouvoir consulter le DMP. Après, vous avez la couche conformité, donc il faut être conforme au référentiel d'interopérabilité et de sécurité relatif à l'accès au DMP, qui reprend notamment pas mal d'exigences sur la partie authentification qu'on a vu avant. Et bien sûr, il faut que le professionnel qui veut consulter le DMP soit habilité dans la matrice d'habilitation du DMP. Le troisième point, il faut avoir un logiciel DPI homologué VAC 2. Parce que de fait, quand vous avez un logiciel qui est homologué VAC 2, c'est un logiciel qui est homologué pour vous proposer un mode R. Ou s'il n'est pas homologué VAC 2, il faut avoir un logiciel qui vous propose, qui est homologué pour faire du mode R. Donc voilà, donc il faut qu'il passe par le Centre national de dépôt et d'agrément, le CNDA,
pour vous proposer une modalité de ce type-là. Et vous, il faut que vous ayez un certificat IGC 100D, donc un nouveau certificat à commander de type org, donc c'est le type classique que vous avez notamment par exemple pour l'alimentation du DMP, pour pouvoir mettre en place ce certificat au niveau de votre DPI pour pouvoir faire de la consultation du DMP. Et le dernier point, c'est la contractualisation avec l'assurance maladie, où en fait vous vous engagez à être conforme, notamment sur le référentiel d'interopérabilité et de sécurité relatif à l'accès au DMP. Et c'est le fait d'avoir respecté ces 4 étapes qui vous permet justement de pouvoir faire de la consultation du DMP en mode R simplifié. Et pour répondre à la question, oui, c'est ça. C'est le pro en amont, il faut qu'il s'authentifie en 2FA. Donc, il va s'authentifier, on l'a vu, à son système d'information en 2FA. En 2FA, pas forcément via une modalité Pro Santé Connect, avec les modalités qu'on a vues avant, avec les 3 possibilités. FI tiers, directement compatible Pro Santé Connect, ou vos NIE locaux pour lesquels vous avez fait une attestation d'homologation. Donc ça, c'est pour le pro. Et une fois qu'il s'est connecté au système d'information, une fois via ça, si derrière il a toutes les autres exigences de conformité, d'équipement, que vous avez fait la contractualisation, alors là, directement au niveau du DPI, il pourra utiliser le certificat serveur IGC Santé pour pouvoir consulter le DMP du patient concerné. Je ne vais pas trop en parler, c'est que côté API PSC, il y a une nouvelle architecture qui est proposée, mais je ne vais pas trop vous en parler parce que de toute façon, les éditeurs que vous allez avoir pour le DPI sont obligés de vous proposer un mode R simplifié et donc vont très certainement pas vous proposer des intégrations du DMP via les API ProSanté Connect. Mais si besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou ça pourra faire l'objet d'un webinaire différent. Mais voilà, j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps pour parler des 2 autres aspects qui sont demandés dans HospiConnect et qui sont moins liés à l'authentification. Donc juste pour finir là-dessus, sur les petits points d'attention, donc bon, ce qu'on a dit, c'est que les objectifs précédents, 1.1, 1.2, 1.3, finalement peuvent être considérés comme des prérequis pour l'objectif 1.4, hein, donc tout est lié. Comme l'a dit Benoît, il faut disposer d'un DPI pour faire du R simplifié qui soit homologué DPI vague 2. Petit point d'attention, pour certains, en fait, la date limite d'installation de ces DPI vague 2, si vous les avez commandés, est fixée à juin 2027. Or, c'est en juin 2027 aussi qu'on attend l'atteinte de cette cible, d'avoir le DMP intégré au DPI. Donc, si vous avez une installation tardive de ces DPI à jour, vous risquez de ne pas pouvoir atteindre en 2027 la cible. Et puis, comme l'a dit Benoît, sur ce qui est API PSC, on en parlera sans doute. Et juste pour répondre à la question, les certificats, c'est toujours la même chose, étant donné qu'ils sont délivrés au niveau de l'entité juridique ou géographique, et que si on est sur un DPI multi-entité juridique, par exemple un DPI au niveau du GHT, vu que vous n'avez pas d'entité juridique au niveau du GHT, il faut commander un certificat par ES support et partie qui compose le GHT. On va du coup passer sur les objectifs d'usage. Donc, Lucie Humeau prend la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, les 2 derniers objectifs sont un petit peu différents de tout ce qu'on vient de regarder jusqu'ici. On est moins sur les objectifs techniques que sur de l'usage. Donc, ça se rapproche un petit peu des objectifs que vous avez connus jusqu'ici sur la phase précédente du programme Open 2. Donc, l'objectif 2.1, on est sur un objectif en termes du recueil du consentement des patients pour la consultation du DMP. Donc, ça, c'est des messages que vous avez déjà passés dans les échanges qu'on a eus jusqu'ici sur le fait que le consentement du patient doit être impérativement recueilli pour pouvoir entrer dans son DMP. Donc, dans cette phase 2, ça devient vraiment la mesure d'un objectif avec une cible à mi-juin 2027 qui est d'une mesure, d'un recueil du consentement ou de l'opposition du patient en amont de la prise en charge ou au cours de la prise en charge pour 75% du flux mensuel de vos patients. Ça, c'est l'objectif de 2027. Et pour mi-2028, on est à 90% du flux mensuel de patients.
Donc, quelques rappels sur l'obligation de recueil du consentement. Donc, dans les textes, c'est bien rappelé, notamment par le Conseil constitutionnel, cet impératif de consentement de la personne qui a préalablement été donc informée. Le patient est en droit de s'opposer, évidemment, à la consultation de son DMP sans avoir à invoquer de motif légitime. Avec la situation particulière qu'on précise quand même de l'urgence, quand le patient n'est pas en capacité de donner son consentement. Si le patient ne s'est pas au préalable opposé à la consultation, alors on part du principe qu'on peut, en mode bris de glace, accéder au DMP du patient. Mais voilà, il faut bien avoir en tête que c'est s'il n'y a pas eu d'opposition préalable. Donc, il y a des éléments à avoir en tête pour ce recueil du consentement, c'est qu'il est recueilli au nom de l'équipe de soins, donc en établissement. C'est pas dans un service, c'est pas chaque professionnel du service qui va demander. Le consentement n'est pas donné de manière nominale à un professionnel, il est recueilli au nom d'une équipe. Donc, l'ensemble une fois que ce consentement est recueilli, chaque membre de l'équipe de soins peut accéder au DMP dans la limite des informations qui sont nécessaires à la coordination pour la prise en charge du patient. Et le consentement est à recueillir pour un épisode de soins. Alors, en pratique, ce qu'on entend par ces sujets-là, c'est que, par exemple, dans un établissement, si un patient vient en cardiologie, par exemple, à une date donnée, qui revient 3 mois après pour une prise en charge ophtalmo, par exemple, là, on est vraiment sur 2 épisodes de soins distincts. Donc, on entend 2 recueils du consentement. Par contre, si le patient revient dans le même service 1 mois après, par exemple, là, l'équipe de soins est la même. On est sur la même, des épisodes de soins qui sont similaires. Donc, le consentement n'est pas à recueillir une seconde fois pour le même service. Alors là aussi, ça fait le lien avec ce qu'on disait à l'instant sur la vague 2 qui va faire évoluer vos DPI et PFI. Donc, vos DPI avec les montées de version vague 2 vont intégrer des fonctionnalités liées à la gestion de l'information du patient et de sa non-opposition. Donc, c'est effectivement ce qui sera enregistré et tracé dans vos DPI avec la montée de version, c'est l'information, la non-information du patient au sujet de l'alimentation du DMP. Et en termes de consultation, on est sur un enregistrement ou traçage de l'opposition et non-opposition. On est sur un degré d'accord qui est différent. C'est de l'information, pardon, pour l'alimentation et de consentement ou opposition pour la consultation du DMP. Et de ça découlent donc des droits d'accès, logiquement, puisque si le patient refuse la consultation du DMP, les accès sont coupés. Donc voilà, le DPI doit aussi pouvoir tracer les réponses données par le patient et bloquer les droits d'accès en conséquence. Il y a un petit rappel simplement sur la date butoir de signature des devis SONS, PFI et DPI. C'est le 23 septembre 2026 pour les deux dispositifs. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà commencé à signer, mais voilà, vous avez encore quelques mois. Mais c'est une date à avoir en tête impérativement puisque c'est ces versions-là qui conditionneront en fait la possibilité d'atteindre ces objectifs. Vos logiciels donc, auront des comportements bien spécifiques en fonction de la réponse du patient. Donc, pour ce qui est de l'alimentation du DMP, la valeur par défaut, c'est une possibilité d'alimenter le DMP. Donc, par défaut, le logiciel vous le permettra. Et c'est si le patient s'y oppose, que là, il faudra pouvoir l'enregistrer et comme on le disait, que le logiciel acte ce refus. Et pour la consultation du DMP, par contre, là, par défaut, on est sur une impossibilité d'accéder au DMP. Et c'est le fait de cocher le consentement du patient qui ouvrira au professionnel l'accès au DMP. Donc, on vous a mis des exemples d'intégration de cette question du consentement. Donc, c'est des exemples. Après, chaque éditeur va, en fonction de son interface, va l'intégrer à sa manière. Et voilà, ce qu'on vous a mis ici, c'est pour vous donner une idée de la manière dont se comportera le logiciel. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas besoin d'entrer plus dans le détail. C'est vraiment ensuite avec vos éditeurs qu'il faudra regarder à quoi ça ressemble dans vos environnements.
Sur cette question de l'information des patients sur le DMP et la consultation de leur DMP, il y a tout un tas d'outils qui peuvent être mis à disposition. Nous, en tout cas, ce qui est recommandé déjà, c'est d'intégrer dans votre livret d'accueil une mention sur l'information, une mention d'information sur la consultation du DMP. Ça peut être aussi sur les documents de sortie, qui sont parfois plus lus que le livret d'accueil, mais en tout cas, voilà, à intégrer dans vos supports de communication. Ça peut être des affichages dans les salles d'attente, des diffusions vidéo dans les salles d'attente si vous avez ce type de dispositif. Et sachez qu'il y a des supports qui existent déjà et qu'on peut vous communiquer pour afficher dans vos services. Et ce dernier objectif, je vais essayer d'aller vite. Je vois que le temps passe. Donc le tout dernier objectif, c'était la consultation effective du DMP avec 2 cibles. Donc, mi-juin 2027, 40% des utilisateurs habilités du DPI ont consulté le DMP intégré au DPI dans le mois. Et à mi-juin 2028, on est sur 60% des utilisateurs qui sont habilités. On est toujours sur, évidemment, l'assiette de calcul, c'est les utilisateurs habilités. Un petit rappel sur... il y a un moyen mnémotechnique, le 10K, pour bien avoir en tête les différentes conditions à remplir pour pouvoir aboutir à une consultation effective. Donc, il y a certains paramètres qui sont hors de votre organisation. Tout à gauche, le D, c'est la disponibilité technique de l'espace santé, évidemment, et l'ouverture du DMP du patient. Le I, donc c'est la question de l'INS. Alors là, il y a déjà un gros travail qui a été fait, qui est maintenant, je pense, bien engagé dans vos établissements avec la phase 1 d'Open 2. Il faut que pour consulter un DMP depuis un DPI, il faut que l'INS du patient soit qualifié. Et puis, laisser les 3 lettres suivantes qui sont l'objet là particulièrement des travaux maintenant. Le C, qui est donc le consentement et l'information du patient avec ce qu'on disait sur son enregistrement dans le DPI et le traçage. Le A, l'authentification double facteur, donc, dont on a largement parlé aujourd'hui. Et puis le H, l'habilitation par les matrices du DPI. Donc, il faut que l'authentification du professionnel permette de déduire s'il est habilité ou non en fonction de la matrice. Et si tous ces critères, tous ces paramètres sont au vert, c'est bon, le professionnel peut entrer dans le DMP du patient. Là aussi, vos DPI, ils vont évoluer avec la vague 2. Donc, les nouvelles fonctionnalités qui vont être couvertes, ce sera notamment l'identification, au sein du DPI, l'identification sans clic des documents qui ont été importés depuis le DMP et l'AMS Santé, l'identification dans le dossier, là aussi, des documents exportés vers le DMP et l'AMS Santé, l'affichage du statut de l'identité du patient au niveau de l'interface dossier patient, le tri des documents importés et produits à minima selon le type code et la date de l'acte pour permettre une visibilité, une lisibilité autant que possible, et absence de blocage de l'interface graphique de l'utilisateur pendant les requêtes au DMP, ProSanté Connect et l'annuaire. Donc ça, c'est des exigences qui sont données aux éditeurs dans le cadre des cahiers des charges de la vague 2. Après, chaque éditeur va en termes d'ergonomie, chaque éditeur l'intégrera à sa manière, mais en tout cas, ces exigences, elles sont indiquées et le référencement des éditeurs dépend de la bonne application de ces fonctionnalités-là. Alors, tu as une remarque, mais je pense que c'est plus. Je vais trop traduire le sujet si besoin. Ce serait bien qu'il y ait des campagnes beaucoup plus larges et visibles du grand public de la part de l'assurance maladie sur le DMP, même si on peut y concourir, on ne peut pas faire de travail auprès de tous les assurés. Le sujet est beaucoup pris sous l'angle ici. Donc, je ne sais pas si tu sais s'il y a des campagnes de France Assos Santé ou d'assurance maladie auprès directement des patients sur ces sujets-là, de consentement à la consultation du DMP. Oui, effectivement, là, s'il y a un représentant de l'assurance maladie, je pense que vous serez plus je ne sais pas s'il y a des grandes campagnes de com prévues au niveau des usagers. Je crois qu'il y avait des représentants, mais... En attendant, je peux répondre à la question d'après. En fait, vous avez des flux IHEPAM, en effet, qui évoluent pour la partie, pour les 2 aspects qu'a présenté Lucie. Donc, pour l'information, je ne sais jamais dans quel sens c'est. C'est la non-opposition pour pour la consultation. Pour la consultation et l'information pour l'alimentation.
Et ces informations-là sont en effet disponibles en version 2.11 des flux IHEPAM dans un segment dédié qui s'appelle le segment ZFA. Et il y a une question sur est-ce que le consentement doit être recueilli pour alimenter? Non. Le patient doit être informé, c'est pour ça qu'on vous parlait du livret d'accueil, par exemple. Mais non, c'est pas un consentement, c'est une information. Enfin, c'est en lien avec ce que disait Benoît. Et puis donc on se renseigne effectivement sur la campagne assurance maladie. J'ai pas la réponse tout de suite, mais on va vous faire un retour. Et un autre élément pour terminer, c'est que donc toujours dans les évolutions de vos DPI, il va y avoir l'information, enfin les éditeurs vont rendre visible l'information de l'existence d'un document issu du DMP, visualisation d'une version plus récente d'un document déjà intégré dans le dossier patient. Donc vous serez informé quand il y aura un nouveau document dans le DMP, voilà, si ce que vous aviez dans votre DPI était plus ancien. Et éviction des conflits entre documents identiques, avec une mise en cohérence du contenu des documents produits lors du même acte médical. On attire votre attention sur un guide national qui a été fait sur la consultation de l'espace santé et qui est bien fait, qui est relativement synthétique et bien fait. Donc, ça peut apporter un premier niveau de réponse si vous avez des questions là-dessus. On vous a remis également le replay d'un webinaire régional qui a eu lieu en septembre sur la consultation du DMP, surtout en établissement. Il y a beaucoup de sujets spécifiques aux établissements, donc n'hésitez pas là aussi à vous y référer. Et puis nous, on reste joignable aussi s'il y a d'autres questions, et notamment en termes d'accompagnement. Je crois qu'on a des diapos juste après pour vous en dire un peu plus. Merci Lucie. Donc très rapidement sur la cible 2026, puisqu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais vous êtes certainement au courant, ce qui est attendu en juin 2026, c'est une note de cadrage et le remplissage d'indicateurs de maturité. Alors, très vite, la note de cadrage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle devra contenir en gros une synthèse de votre plan d'action un petit peu pendant toute la durée du projet. Donc, quelle est l'organisation chez vous en interne pour travailler sur le projet? Quels sont vos objectifs opérationnels? Quels sont les indicateurs de suivi éventuellement que vous mettrez en place? Votre calendrier prévisionnel, etc. Donc, il y a un ensemble de données qui sont attendues dans la note de cadrage. Il est tout à fait probable, on attend confirmation définitive, mais qui est au moins à minima un modèle ou une trame un peu plus précise qui sera fournie par le national là-dessus pour vous aider à la remplir. Et dans tous les cas, dès qu'on aura des informations un petit peu plus pointues, précises sur le contenu de cette note de cadrage, je pense que ça pourra notamment faire l'objet peut-être d'un nouveau webinaire ou en tout cas d'une communication de notre part auprès de vous. Concernant les indicateurs de maturité, il faudra les remplir dès 2026 et aussi chaque année 2027 et 2028. Leur définition est en cours dans le cadre d'un groupe de travail avec l'ANS. On va en parler juste après, très rapidement. Concernant l'accompagnement que nous, on vous propose au groupement e-santé, on a essayé de synthétiser ça de cette manière. En termes d'action en cours, alors déjà, il y a évidemment un point de contact par mail. Donc n'hésitez pas pour toute question concernant le programme HospiConnect ou plus largement sur les questions d'authentification et tout ce qui est relatif aussi au Ségur. Donc il y a une boîte mail centralisée accompagnement ségur@santépaysdelalloire.fr. N'hésitez pas à écrire sur cette boîte et puis évidemment le meilleur interlocuteur selon votre question vous entrera en contact avec vous. Depuis plusieurs mois, et on continue et on continuera de le faire, on organise ou on a des échanges bilatéraux avec un certain nombre d'entre vous, donc personnalisés sur vos situations propres. Donc sur demande, Benoît. Oui, non, juste, on va peut-être pas tout voir vu qu'il est déjà 15h30. Juste ce qui est important pour nous, c'est vraiment, là, c'était important pour nous de vous faire le point pour vous présenter un peu toutes les actions du programme HospiConnect, parce que vu que vous êtes en pleine phase de candidature pour savoir à peu près ce qu'on vous a demandé. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous voulez aussi en termes d'accompagnement. Donc, vous pouvez le mettre dans le chat. Si vous voulez être recontacté, nous, on vous recontactera derrière, etc. Et voir comment on peut avancer là-dessus. Si par exemple le format webinaire comme on a fait aujourd'hui vous plaît bien pour qu'on puisse vous donner le maximum d'informations, par exemple, dès qu'on en aura plus d'informations, par exemple sur Pro Santé Identité, des choses comme ça. En tout cas, pour nous,
c'est vraiment important qu'on ait un retour de votre part sur comment on peut vous accompagner sur ces sujets-là du mieux possible pour que vous puissiez atteindre notamment vos indicateurs Open2 Volley 2. Et en particulier, peut-être profiter de votre présence dans le chat si vous avez encore 1 ou 2 minutes pour nous dire éventuellement si des suggestions qu'on avait peuvent vous intéresser. Voilà, on pense que ça pourrait être intéressant de vous mettre ponctuellement en relation les uns avec les autres. Pour ceux qui sont d'accord, notamment pour faire des rétextes sur des sujets communs. On pense par exemple au déploiement des CPS ou à tout sujet que vous pourriez avoir en commun. Et puis on aimerait bien mettre en place aussi régulièrement un format de questions-réponses à échéance régulière, je sais pas, toutes les 2 semaines par exemple, quelque chose comme ça, qui vous permettrait de venir avec vos questions et puis qu'on y réponde au maximum en séance ou qu'on les prenne pour des séances ultérieures. En tout cas, faire en sorte que vous vous appuyez sur nous pour toute question que vous auriez tout au long du programme. Voilà. C'était des questions sur... Oui, donc nous sommes fortement sollicités par tout un tas d'acteurs privés pour nous accompagner sur le programme. Côté grade, le staff disponible pour aider les établissements, c'est combien de personnes et quelles compétences? Je pense que vous l'avez vu, les personnes concernées, ça sera principalement Jean-Baptiste et moi-même, en sachant que Jean-Baptiste est complètement dédié à 100% sur ces sujets d'authentification. Donc c'est vraiment son cœur d'expertise. Et moi, je suis à la fois sur la partie authentification et interopérabilité. Donc pour l'accompagnement, ça sera principalement nous deux. Et puis après, avec d'autres ressources grades en fonction des sujets. Donc là, vous avez vu, par exemple, vous avez Lucie qui est intervenue pour la partie purement usage, pour la partie consultation du DMP. Sur les candidatures, oui, c'est ça que je voulais. Oui, sur les indicateurs plus usage, vous avez déjà, je pense, des binômes par département. Donc en Loire-Atlantique, c'est Marie Bragelet et moi-même. Voilà, il y a des binômes dans chaque département, donc n'hésitez pas. Enfin voilà, sur les usages, c'est des binômes un peu différents, mais en tout cas, je pense que vous connaissez déjà les interlocuteurs en question. Ok, fortement intéressé par le CH. Ok, on prendra contact avec vous pour vous proposer un point là-dessus et on verra au mieux comment on peut vous accompagner du coup côté 44. Je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on avait d'autres... Non, Non, en termes de c'était slides, bon. on est C'était arrivé. bon. Désolé, on est allé assez vite. C'était très dense. Approfondissement souhaitable, très certainement sur les slides chez Madarchi. Oui, j'entends bien, on est allé un peu vite, désolé. On n'a pas pris assez de temps là-dessus, sinon on n'avait malheureusement pas le temps de tout voir, mais on peut se dire que si c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, qu'on peut refaire un webinaire dédié à ces sujets-là et voir avec vous comment les modalités que vous pensez voir en interne, comment on peut les découler par rapport aux différents schémas d'architecture qu'on avait vus. Donc ça, il n'y a aucun souci, on pourra vous proposer un point dédié à ça. Vous nous fournirez les slides, oui, pas que les slides, aussi l'enregistrement. Comme ça, vous aurez tout et vous avez toujours nos points de contact si jamais vous souhaitez nous poser des questions. Écoutez, si c'est bon pour vous, qu'il n'y a plus de questions là, on peut s'arrêter là. On est conscient que ça a été dense, j'espère que ça vous a été utile. On vous donnera, comme vous l'avez vu, il y a encore plein de sujets ouverts, notamment sur Pro Santé Identité. On va essayer de vous donner le maximum d'informations. Alors, c'est là où il faut qu'on réfléchisse sur la forme. Est-ce que ça sera, on refait des webinaires comme c'est le cas là? Est-ce que on vous envoie des mails de communication? Ça, faudra qu'on voit, mais l'objectif, c'est vraiment de vous tenir au courant pour que vous ayez plus d'informations pour mener à bien ce gros projet, parce que mettre du MIE2FA, c'est pas non plus une mince affaire. Donc écoutez, si c'est bon pour vous et qu'il n'y a plus de questions, je pense que on va s'arrêter là et on va regarder pour vous proposer des dates du coup pour un webinaire au moins dédié sur la partie choix d'architecture possible. Et puis un petit mot juste sur, donc il y a plusieurs volets dans ce programme-là. Nous, là, c'était le volet transformation qu'on a approfondi, le volet appel à projet, enfin, le dispositif appel à projet qui est une possibilité aussi. Il y a un webinaire précisément sur ce dispositif-là, le 2 février, si je ne me trompe pas, je ne veux pas vous dire de bêtises. Demain, je crois. Le 30, pardon. Voilà, le 30. Donc,
On vous remet la date et puis le lien d'inscription dans le chat. Voilà, si vous voulez aussi creuser ce volet-là du programme. C'est tout bon? On est bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.